Merci beaucoup à Madame Panchaud, aux organisateurs, RIS. Je suis ravi d'être ici. Je découvre d'ailleurs cette nouvelle salle de conférence. Ravi pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai proposé d'intituler le sujet qui avait un focus sur le droit d'auteur avec l'articulation art et intelligence artificielle, la guerre du droit d'auteur pour le partage de la valeur, puisque le droit d'auteur est souvent mobilisé par les différents acteurs de l'intelligence artificielle afin de contrôler la valeur, et on peut parler beaucoup de captation de la valeur par les grands intermédiaires. On pense en particulier aux opérateurs d'intelligence artificielle. Alors juste pour contextualiser pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce sujet, je le disais, on assiste progressivement à une captation de la valeur par certains intermédiaires, souvent au détriment des artistes et des créateurs qui sont finalement ceux qui sont à la base de la chaîne de valeur. Et pour ces questions de chaîne de valeur ou de captation de la valeur, j'ai eu la chance d'organiser une grande conférence au-dessus de Montreux, à l'hôtel Victoria, avec 50 experts du monde entier, où on a essayé de comprendre les mécanismes de captation de la valeur à l'ère du numérique, dont l'intelligence artificielle, ce qui a donné lieu à un rapport de conférence que j'ai listé ici. Et puis actuellement, je travaille sur un livre, un essai qui devrait paraître fin 2025 sur justement la chaîne de valeur dans le secteur créatif, dans lequel j'étudie effectivement 3 secteurs, musique, jeux vidéo et arts visuels, pour comprendre si le droit d'auteur permet une bonne répartition de la valeur et si ce n'est pas le cas, quels seraient les autres mécanismes. Et vous voyez en bas à droite un schéma qui montre qu'on peut vraiment parler de chaîne de valeur et pas uniquement un artiste et le public qui consomme une œuvre, mais au contraire, il y a vraiment tout un cycle de l'artiste jusqu'au producteur, l'éditeur. Pensez à l'imprimerie à l'époque, il y avait les éditeurs, mais aujourd'hui les éditeurs se sont démultipliés en de nombreux intermédiaires qui contribuent à façonner une création pour ensuite la mettre à la distribution du public. Et puis souvent le public il reverse lui ensuite, ou il enrichit lui-même les créations. On parle des user-generated content, donc les internautes sur les réseaux sociaux vont ensuite enrichir des créations existantes pour apporter leurs pattes et reverser cette création dans le circuit digital. Donc on a vraiment un cercle virtueux de création, mais alors il faut voir comment la valeur est distribuée ou plutôt pas distribuée. Pour contextualiser, je voulais juste aussi vous rappeler un petit peu l'historique, bref rappel chronologique. Donc en bas en bleu, je donnais une conférence sur le streaming, donc c'est si jamais un rappel de la technologie du streaming type Spotify ou Netflix pour la musique et les films. Je le mentionne parce que cette technologie-là pose aussi des questions de contrôle et répartition de la valeur qui ne sont toujours pas réglées. Donc maintenant on est dans une autre technologie, l'intelligence artificielle, encore moins réglée, mais c'est juste pour vous rappeler que l'IA s'inscrit dans d'autres technologies, dont le streaming, pour lesquelles il n'y a pas encore, à mon avis, de solution soutenable pour les artistes. Alors, on va se concentrer ici en haut sur l'historique chronologique rouge qui représente l'intelligence artificielle. J'ai fait un choix de quelques dates clés, puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle, et je crois que vous avez eu, ou certains d'entre vous ont peut-être assisté au cycle de conférences, je pense qu'on vous a rappelé, on nous a rappelé que l'intelligence artificielle existe depuis les années 50, c'est des longues recherches, mais ici j'ai choisi quelques dates clés plus récentes. 2018, à mon avis, c'est une date emblématique puisque c'est la naissance du modèle de langage, large modèle de langage dit LLM pour Large Language Models, le GPT, qui est le modèle de langage sur lequel fonctionne l'outil conversationnel ChatGPT. Et donc ChatGPT fonctionne sur le modèle de langage GPT qui, lui, se nourrit de millions ou de milliards de données, notamment en 2018, lorsqu'il a émergé, il se nourrissait des données sur Wikipédia. 2022, date clé aussi, puisqu'on peut parler de démocratisation de l'intelligence artificielle générative, cette fois-ci avec les outils conversationnels comme ChatGPT, donc qui se base sur le LLM de 2018, mais pour fournir un outil démocratique conversationnel ChatGPT. Midjourney et Stable Diffusion, qui sont des outils générateurs d'images, et donc réelle démocratisation, puisque ce sont des outils très faciles d'utilisation auxquels beaucoup de personnes, ou vous peut-être dans cette salle, avez eu accès et avez fait des tests pour générer des images.
Autre date clé, 2023, donc l'année après cette démocratisation des IA génératives, 2023 parce qu'on peut parler de réelle revendication ou rébellion des artistes. Beaucoup d'artistes se sont plaints de la captation de la valeur de leurs œuvres puisque tous ces outils siphonnent, extraient sur Internet des valeurs, les valeurs issues des œuvres des artistes existants, avec notamment maintenant l'IA générative pour générer du contenu audiovisuel. Donc on peut faire maintenant des vidéos très facilement et c'est pour ça que les artistes, notamment les comédiens, en 2023, aux États-Unis, ont fait grève et ils demandaient aux producteurs des studios audiovisuels de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense que vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines, dans un concours du cinéma, une œuvre avait été retravaillée, je crois que c'était pour une langue en danois, les paroles de l'acteur ou des actrices qui avaient appris le danois, eh bien l'IA a un petit peu amélioré l'accent et ça pose polémique puisque depuis 2023, les comédiens aussi font grève et demandent à ne pas utiliser l'IA puisqu'ils ont la crainte du remplacement et aussi qu'on utilise leur contenu sans autorisation ni rémunération. Quatrième et dernière date clé que je voulais vous proposer ici, 2026. Alors, selon des études, elles sont peut-être un peu controversées, mais en tous les cas, elles pointent le problème que dans un an, a priori, 50% des contenus sur les réseaux sociaux seront des contenus synthétiques qui eux-mêmes en plus se nourriront de contenus synthétiques. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous n'aurez bientôt plus que des contenus générés par intelligence artificielle, lesquels en plus généreront ces contenus sur la base d'autres contenus d'intelligence artificielle. On parle de contenus ou de données synthétiques. Alors, ce rappel chronologique étant fait, je voulais maintenant aussi, pour le contexte, vous proposer deux exemples d'intelligence artificielle générative pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Ici, j'ai sélectionné deux techniques d'intelligence artificielle générative pour générer des images. Le premier exemple, c'est le processus de diffusion, comme Stable Diffusion, et le deuxième, c'est le réseau antagoniste de neurones qu'on appelle GAN. Et donc, je prends le premier exemple de processus de diffusion. Ici, le principe, c'est que le modèle d'IA part d'une image d'entrée. Donc, une des images d'entrée, ça va être une image récupérée typiquement sur Flickr, sur Google Images ou sur Wikimedia. Donc, les modèles récupèrent des images sur Internet. Ils vont ensuite les réduire en nuages de points ou en des millions de pixels. Et là, on est à l'étape 1. Donc, l'IA va réduire une image qu'elle retrouve sur Internet en millions de pixels. On parle de nuages de points ou nuages de pixels. Et puis ensuite, selon l'intervention de l'internaute, l'utilisateur de l'IA, eh bien, l'outil va revenir progressivement à une image photoréaliste en défloutant le nuage de points. Et ça, il se fait en extrapolant des images comparables selon le prompt, donc l'instruction textuelle que l'internaute va donner. Par exemple, génère-moi une image de Lausanne avec le musée ou qui exemplifie le musée MCBA. Alors, l'IA va déflouter le nuage de points pour essayer progressivement de revenir vers une image qui ressemble au musée MCBA. Et puis l'internaute, il peut décider le nombre d'étapes jusqu'au défloutage. Il peut décider d'arrêter à 20 au lieu de 40, 40 pouvant être la dernière étape qui va être le plus photoréaliste. S'il s'arrête à 20, l'image va être souvent abstraite ou floutée. Donc tout dépend un peu du contrôle et de l'envie de l'internaute. Les images de base, les nuages de points, en général, sont ce qu'on appelle les datasets, les images d'entrée. Et ces datasets consistent souvent en des images, comme je le disais, qui sont récupérées sur des sites web en libre accès. Deuxième exemple, c'est la technique de réseau antagoniste génératif, qu'on appelle en anglais GAN, pour Generative Adversarial Network. Ici, ces outils sont plutôt utilisés pour réaliser des photos très réalistes, donc des photos qui ressemblent vraiment à des images photoréalistes qu'un internaute pourrait prendre dans la vie réelle avec son smartphone. Ici, le modèle, le GAN, va faire dialoguer deux IA, puisque le GAN, à l'intérieur de son modèle, a deux IA, le faussaire d'une part et le contrôleur d'autre part, pour que le premier, le faussaire, soit entraîné à générer des fausses images, donc des images artificielles, mais
les réaliser de façon tellement réaliste que le deuxième, le contrôleur, ne va pas réussir à déterminer s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse image. Et en fonction de l'entraînement entre le faussaire et le contrôleur, le faussaire va être tellement entraîné qu'il va réussir à leurrer, le contrôleur. Comme exemple de GAN, vous pouvez prendre l'exemple de This Person Does Not Exist. C'est un site web que vous pouvez utiliser. Et là, vous pouvez générer des images de personnes qui n'existent pas. This Person Does Not Exist. Et cet outil d'IA, This Person Does Not Exist, utilise justement le GAN avec le faussaire et le contrôleur. Et puis, les images sur lesquelles cet outil se base sont les images récupérées sur Flickr, qui est un site d'images en libre accès, avec justement 70 000 images de haute qualité sur lesquelles le This Person Does Not Exist peut capitaliser. Alors, quel est le problème dans tout ça? Pour terminer le contexte, on le voit, les IA, qu'elles soient le processus de diffusion ou le réseau antagoniste GAN, sont entraînées sur des contenus culturels parce que ces IA se nourrissent de millions, voire de milliards de contenus culturels qu'elles récupèrent sur Internet, qu'il s'agisse d'images, de textes, de musique. On appelle alors ça des données d'entraînement ou training data. Et souvent, ces images, ces contenus culturels récupérés sur Internet sont protégés par le droit d'auteur et sont utilisés sans autorisation ni rémunération, ce qui va poser des questions de légalité d'un tel procédé. Donc vous avez le schéma en haut à droite qui illustre bien le procédé d'intelligence artificielle. Les robots, les machines vont aller scroller Internet pour scraper, on parle de l'industrie du scrapping, elles vont aller récupérer, extraire tous ces contenus culturels pour ensuite les mettre comme données d'entraînement. Et en raison de cette problématique de légalité d'un tel procédé de récupérer ces contenus sans autorisation, on a de nombreux artistes qui se plaignent de violations de droits d'auteur au point qu'on a de nombreux litiges, notamment aux États-Unis. On en compte, je crois, aujourd'hui une trentaine de litiges ici illustrés par la cartographie américaine où beaucoup de procès sont actuellement en cours et vont déterminer la légalité de ce procédé. Autre problématique, c'est que ces outils d'intelligence artificielle génèrent des contenus créatifs. Alors là, on va parler de résultats. D'abord, on a les données d'entraînement, puis ensuite, on a les résultats, ces contenus générés créatifs, qui vont souvent entrer en concurrence avec les œuvres humaines, puisque souvent, ils sont comparables, ils sont tout aussi créatifs que les contenus humains, ce qui pose des questions de substitution, de concurrence entre des contenus humains et contenus artificiels, si bien que certains ont la crainte ou parlent de remplacement des artistes avec des problèmes d'employabilité et même de remplacement et d'extinction des métiers de la création. Mais je vais bien évidemment en parler dans un instant. Alors, ce contexte étant fait, je voulais justement vous proposer aborder ce que j'appelais moi la guerre du droit d'auteur, mais je l'ai peut-être édulcoré en parlant plutôt de bataille du droit d'auteur, puisque avec le contexte que je viens de décrire et la cartographie que vous voyez en bas, on peut peut-être synthétiser le contexte, la bataille du droit d'auteur avec deux grands pôles. C'est un petit peu simplifié, mais peut-être qu'on peut retenir ces deux grands pôles. On a d'une part ce qu'on pourrait qualifier les maximalistes du droit d'auteur, soit les entreprises et les ayants droit qui souhaitent renforcer les droits d'auteur, au titre desquels figurent les industries créatives, par exemple les studios Disney, Netflix, tous les producteurs de contenu créatif. Et puis de l'autre côté du spectre, on a les minimalistes, soit les personnes qui souhaitent affaiblir ou ne pas renforcer le droit d'auteur et plaident pour une réutilisation libre des contenus sur Internet. Et puis là, vous avez surtout les modèles et les développeurs d'intelligence artificielle qui plaident un Internet libre et la réutilisation des contenus sans autorisation ni rémunération. Donc cette bataille du droit d'auteur, pour faire simple, oppose d'une part les maximalistes, type l'industrie culturelle et créative, aux minimalistes, type les développeurs d'intelligence artificielle. Et donc, ce que je propose pour aujourd'hui, donc on m'a dit que j'avais 30-45 minutes, donc je pense qu'en 30 minutes, on va couvrir cette bataille du droit d'auteur pour conclure avec quelques réflexions sur le partage de la valeur issue de ces contenus culturels. D'ailleurs, je crois qu'il y a un temps de discussion ou questions après.
mais n'hésitez pas si vous avez des observations dans l'intervalle. Alors, pour la bataille du droit d'auteur, j'ai résumé, synthétisé ces deux grands courants opposés, les maximalistes aux minimalistes. Et ceci dit, on peut aussi poser trois questions principales avec l'intelligence artificielle et le droit d'auteur qui opposent ces deux courants minimalistes-maximalistes. Première question, c'est de savoir si les créations préexistantes, donc les données d'entraînement, peuvent être récupérées sur Internet et réutilisées comme données d'entraînement. La deuxième question, c'est de savoir si les créations générées par intelligence artificielle, donc les résultats, peuvent reproduire des œuvres préexistantes. Par exemple, est-ce qu'on peut reproduire quelque chose dans le style de? Et puis la troisième question sur laquelle on va s'attarder, notamment avec ces questions de remplacement des artistes, c'est de savoir si les créations générées par IA peuvent être elles-mêmes protégées par le droit d'auteur. Et garder à l'esprit cette notion de possible remplacement des artistes par l'IA, puisqu'on parle de plus en plus d'œuvres qui sont en concurrence, les créations générées par IA, le résultat, avec les créations humaines. Et puis là, vous avez le schéma assez clair. Hein. D'un côté, à gauche, on a les données d'entraînement qu'on appelle parfois input, qui vont servir d'entraînement pour l'IA. Et puis à droite, on a le résultat qu'on appelle souvent output, qui est l'œuvre générée. Alors, première question, je le disais, c'est de savoir est-ce que les données d'entraînement, ou plutôt pardon, les créations préexistantes récupérées sur Internet, peuvent être utilisées à des fins d'entraînement, à des fins d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. Alors là, je vais faire très simple. Je dirais, pour faire simple, que ces données d'entraînement sont protégées par le droit d'auteur. Donc même si les IA n'utilisent que des nuages de points, souvenez-vous l'exemple de processus de diffusion où on réduit une image, prenez une image sur Flickr ou Google Images en des millions de points, même s'il ne s'agit que de millions de pixels, le droit d'auteur, selon la plupart des juridictions, va dire le droit d'auteur s'applique même à ce nuage de points dès qu'il est inséré dans la machine à des fins d'entraînement. Donc protection du droit d'auteur, ce qui en principe nécessite l'autorisation et rémunération des artistes. Sauf s'il existe des exceptions. Par exemple, aux États-Unis, il est mentionné l'exception de fair use, donc à des fins d'usage transformatif, les développeurs plaident pouvoir réutiliser ces contenus sans autorisation. Et puis en Europe, il existe l'exception dite de fouille et extraction de données qui permet de réutiliser des contenus à des fins d'entraînement d'intelligence artificielle. Cette exception, en revanche, peut être rendue inapplicable si les ayants droit déclarent s'y opposer. Donc en gros, si je suis artiste et que je suis en Europe où il existe une exception pour faire du data mining sur mes œuvres, je peux déclarer m'opposer à cette exception, alors je bénéficie de la protection du droit d'auteur. Et c'est ce qu'ont fait les consortiums d'artistes massivement en Europe. Il en existe énormément, là j'ai mentionné un certain nombre de consortiums en haut à droite. Ils ont déclaré rendre cette exception inapplicable, c'est-à-dire ils ont souhaité opt-out, se retirer du mécanisme d'exception et donc réclament protection de leurs droits d'auteur, autorisation et rémunération. Juste préciser que cette exception et cette protection du droit d'auteur est rendue aussi possible, on parle de mise en œuvre du droit, elle est rendue aisément possible grâce à des obligations de transparence. En Europe, les développeurs d'IA ont maintenant une obligation de transparence, c'est-à-dire de donner un résumé détaillé des œuvres sur lesquelles ils se sont entraînés. Et puis aux États-Unis, il y a des projets, à voir si avec la nouvelle administration, ce projet va être adopté, puisqu'on parle de dérégulation aujourd'hui. En tous les cas, projet en cours aux États-Unis aussi pour des obligations de transparence sur les données d'entraînement à fournir comme résumé détaillé des données d'entraînement. Alors, quel est le résultat sur cette base, sachant que les données d'entraînement sont protégées par le droit d'auteur et donc nécessitent autorisation et rémunération? On a comme résultat ce qu'on peut appeler un hiver des données. On parle en anglais de data winter, parce que vous avez au milieu le schéma, de plus en plus de sites web déclarent refuser l'extraction de leurs données à des fins d'apprentissage, à des fins d'entraînement, et donc verrouillent la possibilité qu'on récupère les données en libre accès sur le site. Pensez le New York Times, qui est en litige actuellement contre OpenIA pour ChatGPT, puisque ChatGPT s'entraînerait massivement sur les dépêches New York Times. D'ailleurs, pourquoi? C'est un des premiers sites
préférés de ChatGPT parce que ce sont des données de qualité avec des dépêches qui sont censées être rédigées de façon subtile et sophistiquée. Voilà. En tous les cas, le New York Times est en litige actuellement puisqu'il s'oppose à ce que OpenIA réutilise ces dépêches. Eh bien, le site web du New York Times n'est plus autorisé au data scraping. Donc, les modèles d'IA ne peuvent pas, selon le site web, extraire les données. Et donc, si vous prenez le schéma que j'ai mis au milieu et vous regardez la liste des sites qui interdisent le data scraping, on a de plus en plus de sites qui verrouillent cette possibilité de data scraping, si bien qu'on peut parler d'hiver des données. On est bien loin du paradigme des années 90 de l'Internet libre et ouvert, où tout le monde partage tout collectivement, si bien qu'un auteur avait titré AI, intelligence artificielle, is killing the grand bargain of Internet. Donc l'IA est véritablement en train de tuer l'équilibre trouvé sur Internet d'un Internet libre et ouvert. Hiver des données. Et puis, le corollaire de l'hiver des données, de ces sites qui verrouillent l'accès aux données, le corollaire, c'est de pouvoir monétiser les datasets. Donc, le New York Times va monétiser ces datasets, enfin, disons son site web, pour d'autres opérateurs d'IA. Universal Music va monétiser avec Google pour Google Gemini et d'autres générateurs de musique son dataset, en fait sa base de données, son catalogue de musique. Et donc l'hiver des données, le corollaire, c'est aussi la monétisation des datasets de l'industrie culturelle et créative. On a par exemple, je l'ai mis tout en bas, l'accord contractuel très important entre Google et Universal Music. Universal Music contractuellement monétise avec Google la possibilité de scraper et réutiliser tout son catalogue pour générer des contenus créatifs. Deuxième question, souvenez-vous, c'était de savoir est-ce qu'il est possible de générer des créations, donc des résultats, qui vont intégrer dans le résultat des œuvres préexistantes. Et là, souvent, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de créer des œuvres dans le style d'un artiste préexistant. Ça, c'est la grande question. Pour vous donner un exemple, un internaute, je crois qu'il s'appelle Ghostwriter, il a généré une musique très semblable à Drake et The Weeknd, donc deux rappeurs, deux chanteurs. Il a créé un morceau dans le style de Drake and The Weeknd en ayant la même voix que les deux rappeurs. On parle de clonage vocal et je vous mentionne juste un exemple. Je vais le jouer en espérant que vous l'entendez. Donc, ce morceau, pour les amateurs de Drake and The Weeknd, ressemble et dans le style au morceau de Drake and The Weeknd et également la voix. C'est vraiment du clonage vocal puisqu'on reconnaît la voix de Drake and The Weeknd. Mais ça reste un morceau musical synthétique puisqu'il est uniquement artificiel, tant les voix que la musique sous-jacente. Alors, la grande question en droit d'auteur, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de protéger le style de Drake and The Weeknd, et la réponse est non, pour faire simple. Donc, le droit d'auteur ne protège pas le style général d'un artiste, par exemple le style du rappeur de Drake and The Weeknd. En revanche, le droit d'auteur va protéger uniquement des éléments spécifiques, distinctifs d'une œuvre spécifique de Drake and The Weeknd, qui devraient se retrouver dans ce morceau pour déclencher la protection. Et pour les amateurs, si vous écoutez ce morceau, vous ne reconnaîtrez pas des éléments spécifiques d'une œuvre préexistante de Drake and The Weeknd, si bien qu'il n'y a pas de prétention de droit d'auteur pour ce morceau. Alors, les artistes n'ont en revanche pas que les yeux pour pleurer, puisqu'ils ont d'autres revendications à faire valoir au-delà du droit d'auteur, ce que j'ai appelé des revendications propriétaires, notamment le droit à l'image ou le droit de la personnalité pour le clonage vocal, dont Drake and The Weeknd pourraient se plaindre de violation de leur droit à l'image. L'image protège non seulement l'apparence physique, mais aussi la voix de quelqu'un. Et puis même la concurrence déloyale pour usurpation du nom et du style de l'artiste. Et c'est bien pour cette raison, non pas pour le droit d'auteur, mais pour ces autres revendications, que Scarlett Johansson, dont vous vous souvenez peut-être, a ses plaintes de violation de son droit à l'image à l'égard de OpenIA lorsqu'elle avait
développé un outil conversationnel qui imitait, qui clonait vocalement la voix de Scarlett Johansson. Donc mon propos ici, c'est de dire le style n'est a priori pas protégé, protégeable, mais en revanche, il existe d'autres revendications propriétaires que les ayants droit peuvent faire valoir au-delà du droit d'auteur. Alors maintenant, on va passer un petit peu de temps sur les créations générées par IA, puisque c'est un petit peu la grande question du remplacement des artistes par les outils d'IA générative. La grande question, c'est de savoir est-ce que le résultat, donc l'image ou le contenu culturel généré, peut être protégé par le droit d'auteur. Alors là, je vais synthétiser et vous mentionner 5 exemples. On va passer en revue 5 exemples. Pour faire simple, on se rappellera que seule une personne physique, une personne humaine, peut être détentrice des droits d'auteur sur une œuvre. Ça, c'est ce qui est rappelé dans la plupart des juridictions et également dans un célèbre procès Naruto contre Slater. Slater était un photographe qui était dans la jungle et qui faisait un reportage sur les singes Naruto. Et puis, tout d'un coup, lorsqu'il est parti en pause, un des singes Naruto, qui a le surnom de Monkey Selfie, est arrivé vers l'appareil photographique et a appuyé sur le déclencheur par hasard, ce qui a permis d'avoir ce Monkey Selfie. Et puis cette image s'est retrouvée sur Internet en libre accès, ce qui a été téléversé par Wikimedia, et le WWF américain, donc l'organisme de protection des animaux aux États-Unis, s'est plaint de violation de droits d'auteur au nom et pour le compte du Monkey Selfie. Alors le résultat, c'est que le tribunal américain a dit il n'y a pas de droit d'auteur pour le Monkey Selfie, puisque seule une personne humaine, physique, peut être détentrice des droits d'auteur, mais pas les monkeys, les singes. Alors ça paraît anecdotique, mais évidemment, on peut transposer cette question du singe maintenant sur les machines. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur doit-on accorder des droits d'auteur à la machine elle-même. Pour l'instant, énormément de résistance et la plupart des experts refusent, et juridictions aussi, de conférer des droits d'auteur à la machine. Donc là, on peut transposer un petit peu le Monkey Selfie à la machine. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a pas de protection de droits d'auteur et pas de création de l'esprit humain si le résultat est généré automatiquement par une machine sans apport créatif humain. Donc si on ne peut pas démontrer que l'humain a eu un apport créatif avec et sur la machine, alors il n'y a pas de création au sens du droit d'auteur. En revanche, versus, il va y avoir une création protégée par le droit d'auteur si l'auteur a fait un apport créatif. Et là, parfois, les artistes parlent de l'intelligence artificielle comme un simple outil, comme la photographie argentique d'abord, puis numérique ensuite. C'est vraiment un outil au service de l'artiste. Si l'artiste l'utilise comme un outil pour faire un apport créatif, alors il va y avoir une création. Alors, je voulais juste faire un petit retour dans le passé ou retour vers le futur de cette question, puisqu'elle est assez récurrente, de savoir si l'artiste fait un usage d'un simple outil pour faire son apport créatif. Cette question s'était posée déjà lors de l'invention de la photographie, puisque déjà il s'agissait de savoir est-ce que l'artiste, le photographe, ne faisait que mécaniser le réel automatiquement avec l'appareil photo. En appuyant simplement sur un déclencheur, on ne fait que mécaniser le réel, rien de plus. Ou si au contraire, l'artiste faisait un apport créatif et utilisait la photographie comme un réel outil créatif. Deux décisions ont rapidement, lors de l'invention de la photographie, tranché cette question. Première décision, c'est en France, lorsque la Cour de cassation, c'est monté tout en haut, a octroyé des droits d'auteur au studio Meyer-Pearson qui se plaignait que d'autres studios avaient copié et dupliqué leur négatif. Et là, le tribunal a considéré que la photographie, l'outil photographique, est bien le produit de la pensée de l'opérateur qui donne à l'œuvre l'empreinte de sa personnalité. Donc on est vraiment dans le paradigme, l'appareil photo comme un simple outil qui permet à l'artiste de faire un apport créatif et de donner une empreinte de sa personnalité. D'ailleurs, j'aime bien cette citation, puisque vous voyez, cette décision a fait l'objet d'une énorme pétition et de revendications d'autres artistes qui étaient beaucoup plus traditionnels à l'époque, les peintres, et Baudelaire, qui ont signé la pétition des 27, je crois qu'elle s'appelle. Je m'excuse si c'est 28 ou 29, mais c'est une pétition avec beaucoup d'artistes célèbres
dont Charles Baudelaire qui disait « L'industrie photographique », donc vous voyez, on parle d'industrie, on ne parle pas d'artistes photographiques, est le refuge de tous les peintres ratés, trop paresseux pour achever leurs études et contribue à l'appauvrissement du génie artistique français. Donc, moi, je veux essayer un petit peu parfois de faire une analogie avec aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est transposable totalement, mais il y a quand même beaucoup de résistance de collectifs d'artistes qui refusent d'utiliser l'IA en considérant, comme à l'époque, que c'est un refuge peut-être d'artistes paresseux. Mais on le verra, les artistes utilisent l'IA de plus en plus de façon sophistiquée et créative, au point qu'on peut aussi se dire que c'est comme un appareil photo à l'époque. Deuxième décision à peu près à la même époque, aux États-Unis cette fois. Là, c'était Sarony qui réclamait des droits d'auteur sur le portrait de Oscar Wilde. Et là, de nouveau, le tribunal, comme en France, le tribunal américain a considéré la photographie comme le produit de l'invention intellectuelle de l'auteur. L'auteur est bien la personne qui a supervisé l'arrangement et qui utilise la photo comme un simple outil, mais pour s'exprimer artistiquement. Alors, ceci étant dit, revenons-en maintenant à aujourd'hui. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir, pour déterminer si un résultat est protégé ou non, c'est de savoir s'il y a eu un apport créatif humain avec l'outil, ou au contraire, si le résultat a été généré automatiquement de façon aléatoire, imprévisible et sans contrôle de l'artiste. Donc prenez un exemple lorsque vous utilisez ChatGPT et vous lui demandez de vous rédiger un poème, on va se demander est-ce que vous avez fait un apport créatif en demandant de générer un poème, ou si au contraire c'est ChatGPT qui a créé un résultat aléatoire et imprévisible pour vous, sans aucun contrôle pour l'utilisateur. Alors, nota bene, deux mentions ici pour moi très importantes. La première, c'est que je pense qu'il faut vraiment distinguer entre les créations artistiques faites avec un outil d'intelligence artificielle ce que j'appelle les productions de masse artificielle. Alors, exemple, moi je me suis permis de faire un petit selfie parce que je travaille beaucoup avec des artistes d'intelligence artificielle qu'on déclenche avec de la musique. Et ce que vous voyez tout en haut, c'est notre travail qui a vraiment supposé des centaines, enfin en tout cas des cinquantaines ou centaines d'heures de travail pour parvenir à un résultat. L'IA va être déclenchée en temps réel avec notre musique. Et là, j'espère qu'on peut quand même parler de création artistique puisqu'on avait un réel contrôle sur l'outil. Il y a une petite part d'aléatoire, mais on a un contrôle assez important parce qu'on voulait vraiment parvenir à ce résultat avec ses couleurs, ce mouvement, et que la musique déclenche ces mouvements. Donc je pense que là, on peut parler, j'espère, de création artistique en raison de notre apport créatif humain. En revanche, si vous prenez les dépêches qui sont au sein de la RTS ou dans certains médias, les dépêches qui sont de plus en plus générées de façon artificielle avec des outils spécifiquement conçus pour réaliser des dépêches automatiques, là, on peut se demander si on n'est pas dans de la production de masse avec aucun contrôle de l'artiste ou de l'auteur de la dépêche. Et pour vous donner un deuxième exemple de ces productions de masse, il existe aujourd'hui un souci pour beaucoup d'artistes sur Spotify, puisque Spotify, semble-t-il, a un programme secret de générer des playlists totalement artificielles. Et vous avez peut-être entendu parler de la musique du bruit blanc ou des playlists d'ambiance. Eh bien, apparemment, massivement, les utilisateurs Spotify écoutent des musiques d'ambiance, ou parfois on parle de bruit blanc, pour faire de la peinture, pour aller au sport ou pour se concentrer. Eh bien, de plus en plus de playlists sont algorithmiquement, automatiquement générées par intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que Spotify, ainsi, n'a pas besoin de payer des droits d'auteur, puisque c'est des playlists, production de masse, dont on va voir sont dépourvues de protection de droits d'auteur. Et mon propos ici, c'est peut-être un peu polémique, mais je pense que les productions de masse vont être effectivement sans protection de droits d'auteur, et ça va peut-être faire un remplacement de certains artistes. Si certains artistes avaient pour métier de faire des playlists de bruit blanc, si certains artistes avaient pour habitude de faire des retouches photographiques très simples, tout ce travail automatisable, peu créatif, à faible valeur ajoutée, effectivement, à mon avis, on peut parler de remplacement. En revanche, ça va peut-être générer de nouveaux métiers et surtout, les outils vont permettre des créations artistiques très originales et peut-être des nouveaux métiers artistiques de demain. Donc je pense qu'il y a une distinction à faire, mais les productions de masse risquent effectivement
de remplacer ou en tout cas de modifier quelques métiers de la création. Deuxième commentaire, nota bene ici, c'est qu'il y a un risque d'inégalité ou de concurrence entre les productions de masse, puisqu'elles sont produites automatiquement sans droit d'auteur, et donc elles sont gratuites. Pensez Spotify qui va générer automatiquement ses playlists pour ne pas payer de droit d'auteur, donc concurrence avec ces productions de masse et les œuvres humaines, comme les playlists Spotify qu'un musicien pourrait générer, et donc ce risque de concurrence pourrait effectivement remplacer les artistes, en tout cas pour les productions de masse. Alors, vaste sujet, hein, cette théorie des remplacements. Peut-être pour illustrer maintenant quel contenu, quel résultat est protégé ou non par le droit d'auteur, en raison de la question que vous avez tout en haut, savoir s'il existe un apport créatif humain ou si au contraire le résultat est purement aléatoire, imprévisible et sans contrôle de l'artiste, je vous propose de passer en revue 5 exemples qui ont été tranchés par des tribunaux ou des offices de propriété intellectuelle. Le premier exemple, c'est la bande dessinée Zarya of Dawn, qui est parue en 2023. Et là, l'artiste américaine a demandé d'enregistrer son œuvre, c'était une bande dessinée comme protégée par le droit d'auteur. Et là, l'Office de droit d'auteur américain a considéré qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur les images générées, puisque, vous pouvez lire, hein, ces images ont été générées par Midjourney. Elles ne sont pas le produit de l'humain. Le procédé n'est pas contrôlé par l'utilisateur. Il n'est pas possible de prédire ce que Midjourney aurait créé avec le temps. Donc, reprenez l'exemple du poème sur ChatGPT. Si vous générez un poème, probablement que l'Office américain vous dira aussi vous avez généré un poème sans pouvoir contrôler ni prédire quel sera le résultat. Et donc, je reviens vraiment à ma question précédente. C'est vraiment toute la question ici. Hein. C'est savoir s'il existe un apport créatif ou si le résultat est aléatoire, imprévisible et sans contrôle. Donc l'exemple 1, pas de contrôle, pas de protection de droit d'auteur. Si jamais, parenthèse, il a été admis une protection de droit d'auteur pour l'assemblage des différentes images artificielles en une seule et même bande dessinée. Ça, parce que l'artiste avait un contrôle sur l'assemblage. En revanche, individuellement prises, les images sont sans protection. Deuxième exemple, très similaire, donc je serai bref, c'est le théâtre d'opéra spatial fait par Jason Allen sur Midjourney, donc le même outil Midjourney. Ici, la même question a été posée. Jason Allen voulait enregistrer son œuvre comme droit d'auteur, et là, l'Office, de même que la bande dessinée précédemment, a refusé la protection de droit d'auteur, puisqu'il a dit que cette image, en haut à droite, a été réalisée seulement sur la base d'un prompt, et ensuite, le résultat a été déterminé et exécuté par la technologie Midjourney, pas par l'utilisateur. Parenthèse ici aussi, comme précédemment, la bande dessinée a été protégée partiellement sur l'assemblage. Ici, l'artiste peut obtenir protection non pas sur l'assemblage, mais sur ce qu'on peut appeler la post-production, puisqu'en réalité, Jason Allen réclame avoir passé des centaines d'heures pour trouver le bon prompt, de style victorien avec des scaphandres, disait-il. Il a sélectionné 90 images pour finalement n'en retenir que 3. Et dans la post-production, il a ajouté des filtres ou amélioré le floutage avec Gigapixel AI, qui est un autre outil, et l'a finalement tiré sur toile. Donc la post-production, en raison du contrôle final de l'artiste, peut être admise comme protégée par le droit d'auteur. En revanche, en haut à droite, l'image qui est recrachée par Midjourney n'est pas protégée. Deuxième exemple que j'aime bien, même si c'est bientôt has-been, là c'est les CryptoKitties. CryptoKitties, donc vous avez peut-être entendu parler des collectibles. C'est comme les cyberpunks ou les CryptoKitties. Les collectibles sont des œuvres artistiques numériques qui sont collectibles parce qu'elles sont souvent dupliquées en plusieurs variantes. Les cyberpunk, les singes ou justement les CryptoKitties, où on pouvait collecter des petits chatons. Et ce qui est incroyable avec cette technologie, c'était l'époque des NFT, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais les NFT qui permettent de rendre chaque CryptoKitties, chaque petit chaton, unique, et ainsi de les collecter de façon unique grâce aux NFT.
c'était, à mon avis, un exemple intéressant parce que c'est à l'époque de la bulle spéculative et très à succès des NFT 2018 avec les CryptoKitties. Ensuite, la bulle spéculative s'étant effondrée, donc les CryptoKitties ne valent plus grand-chose, je crois, mais ils étaient très chers à l'époque. Alors, parenthèse sur ces NFT étant faite, je voulais juste dire que ce qui était incroyable avec ces CryptoKitties, c'est que vous pouviez, en tant que détenteur d'un NFT, d'un CryptoKitty, vous pouviez ensuite ce qu'ils appelaient breed, les faire se reproduire avec un autre NFT CryptoKitties et ça vous réalisait un troisième CryptoKitty dont vous n'aviez aucune idée et les développeurs non plus à quoi ils allaient ressembler. Donc vraiment, on breed, hein, on fait émerger et reproduire des nouveaux chatons dont on n'a aucune idée avec un aléa incroyable algorithmique de savoir à quoi ils allaient ressembler. Et là, parfois on parle de algorithmique aléatoire ou de technologie. Je veux juste mentionner le titre exact. Oui, on parle de algorithmique génétique même, parce que les développeurs ont voulu encoder les gènes des CryptoKitties et ensuite en fusionnant les différents gènes, on a quelque chose de nouveau. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir ou de se dire que si on raisonne avec les décisions précédentes, souvenez-vous la bande dessinée et puis le théâtre d'opéra spatial, pour lesquels il n'y a pas eu de protection parce que le résultat était imprévisible et sans contrôle de l'artiste, eh bien on devrait se dire qu'avec ces CryptoKitties dont la reproductabilité est aléatoire, puisque même le développeur ne sait pas à quoi il va ressembler, on devrait dire en raison de l'aléa, eh bien pas de protection. Et moi je me suis dit, ce genre de décisions, elles sont peut-être beaucoup trop strictes et je présume que les années vont évoluer parce que l'aléa, en réalité, dans l'histoire de l'art, et vous êtes peut-être plus expert que moi ici dans cette salle sur l'histoire de l'art, mais on le sait, les artistes, au fur et à mesure de l'histoire de l'art, ont toujours cherché l'aléa comme une manière de créer artistiquement avec de l'imprévisible et pour éviter d'avoir un contrôle justement sur son art. Et l'exemple, parmi d'autres, hein, c'est Jackson Pollock ici, l'œuvre Dripping, qui peignait justement à hauteur depuis la toile parce qu'il souhaitait avoir un résultat aléatoire et ne pas avoir un contrôle final sur sa peinture. Bien évidemment, Jackson Pollock pour Dripping a la protection des droits d'auteur. Eh bien, le futur nous le dira, mais je pense que l'aléa de la programmation devrait aussi théoriquement donner des droits d'auteur si on raisonne en tout cas en histoire de l'art. Exemple 4, ici c'est le New Rembrandt, c'est un exemple assez célèbre puisque c'est des chercheurs qui se sont associés avec un musée pour réaliser le futur Rembrandt. Et là, les chercheurs se sont basés sur 486 toiles de Rembrandt pour réaliser un nouveau Rembrandt. Et là, on peut se dire que le résultat est tellement contrôlé, ou en tout cas recherché par les développeurs, que le résultat est attribuable à l'instructeur, aux développeurs de l'IA. On pourrait dire qu'il y a des droits d'auteur aux opérateurs du Rembrandt. Pour vous donner un exemple similaire dans le passé, c'est Auguste Renoir, qui a eu aussi des droits d'auteur lorsqu'il donnait des instructions très précises à son stagiaire devenu aussi célèbre, mais Guinaud, puisqu'il avait des rhumatismes, Renoir, et il n'arrivait plus à peindre, il donnait uniquement des instructions à Guinaud qui lui peignait à sa place. Eh bien, même en donnant des instructions sans même mettre une patte sur la toile, les tribunaux ont admis la protection des droits d'auteur du fait qu'il donnait des instructions. Et donc, on peut se poser la même question pour le New Rembrandt. Les instructions sont tellement précises, de même que Renoir donnait des instructions à Guinaud, qu'on admet les droits d'auteur. Cinquième et dernier exemple ici, qui va à l'opposé des décisions américaines, c'est une jeune femme intitulée Lee qui a réalisé sur Stable Diffusion, donc souvenez-vous, j'avais parlé du processus de diffusion pour réaliser des images, qui a obtenu droit d'auteur cette fois, contrairement aux décisions américaines, pour avoir donné un prompt et faire une simple image que vous voyez à droite, très photoréaliste, sans réel input créatif. Mais le tribunal chinois a considéré que les réglages minutieux de l'utilisatrice et ses choix esthétiques durant la création reflètent un processus de décision personnalisé qui confère un caractère d'originalité et donc protection des droits d'auteur. Alors, ma conclusion pour ces 5 exemples,
c'est que je pense qu'au fur et à mesure que les outils vont devenir de plus en plus personnalisables, paramétrables, comme cet exemple ici de Midjourney, où on peut vraiment choisir toutes les briques du processus. Souvenez-vous, quand j'ai parlé du processus de diffusion, où je disais qu'on peut décider de déflouter de 1 à 40, on peut travailler sur la couleur, sur le défloutage, sur le nombre d'étapes. On peut tellement travailler sur chaque brique que je pense qu'au fur et à mesure de la paramétrabilité et de l'éducation des juges, je pense que de plus en plus les œuvres générées vont être protégées par le droit d'auteur. Avec le caveat que je vous proposais tout à l'heure de distinguer les œuvres artistiques paramétrables des œuvres productions de masse comme les dépêches sur la RTS ou les playlists sur Spotify. Je pense qu'il y a encore 5-10 minutes, j'arrive au bout. Alors, le résultat de ces 5 exemples de savoir si une œuvre est une création générée par IA est protégée ou non, avec la question de base, savoir s'il n'y a pas d'apport créatif humain, alors le résultat est en libre accès et libre de droit. Le principe, c'est qu'effectivement, ces œuvres sans protection tombent dans le domaine public, mais attention aux droits contractuels, parce que de plus en plus d'œuvres, même si elles sont générées automatiquement, pensez Spotify avec ses playlists, pensez les dépêches sur la RTS ou les médias qui sont générés automatiquement, même si ces œuvres sont libres de droit, de plus en plus de prestataires vont, via les contrats, des droits contractuels, déterminer qui a les droits sur la création libre de droit. Et j'ai pris un exemple parmi d'autres. Midjourney, dans ses conditions générales, vous dit que vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes le titulaire de vos créations, même si elles sont générées automatiquement et libres de droit, mais en revanche, vous octroyez à Midjourney une licence mondiale et perpétuelle gratuite. Alors si jamais, avis aux intéressés, ça c'est une clause très standard qu'on retrouve dans quasiment tous les réseaux sociaux et tous les sites web, où tout contenu généré par l'internaute appartient à l'internaute, mais l'internaute octroie des droits gratuits et mondiaux à la plateforme. Alors, pour arriver à la conclusion, les quelques réflexions sur la chaîne de valeur, je voulais juste ici, à ce stade, faire une conclusion intermédiaire sur ces 3 questions. Souvenez-vous, les 3 questions de la bataille du droit d'auteur. 1. Les données d'entraînement peuvent-elles être réutilisées pour alimenter la machine? 2. Peut-on imiter le style d'un artiste? 3. Est-ce que les créations générées par IA sont protégées? Mon propos ici, c'est que, comme on l'a vu, souvent, toutes ces créations peuvent être protégées par le droit d'auteur, et même lorsqu'elles ne le sont pas, il peut exister des droits contractuels qui visent à capter la valeur, justement, et attribuer la valeur à l'une ou l'autre des parties. Donc, effectivement, la conclusion intermédiaire ici, c'est de dire le droit d'auteur est mobilisé pour essayer de protéger ces 3 questions, et même en l'absence de protection, les droits contractuels viennent renforcer ou protéger différemment les créations. Alors, quelques réflexions sur la chaîne de valeur, et j'aurais terminé par là. Donc, deux dias, mais c'est peut-être les plus compliqués, donc je vais essayer d'être le plus synthétique. Pour les réflexions sur la chaîne de valeur, étant rappelé que la valeur est captée soit par les droits d'auteur, soit par les contrats, on veut juste commencer par rappeler les fonctions du droit d'auteur. Donc les fonctions du droit d'auteur, là je reviens vraiment au fondement de base du droit d'auteur, c'est de stimuler la création artistique au service du bien commun. Et comment on stimule la création artistique? On a une fonction créative, où on octroie des droits d'auteur à l'artiste, une fonction économique, où on permet aux intermédiaires, comme à l'époque de l'imprimerie, l'éditeur qui peut obtenir des droits sur les créations, et une fonction éducative, où on permet au public de s'enrichir, le bien commun, de s'éduquer et de bénéficier, profiter de la création. Ça, c'est les fondements du droit d'auteur. Stimuler la création au service du bien commun. Or, le numérique bouleverse un petit peu cet équilibre et ses fonctions, puisqu'il démultiplie le nombre d'intermédiaires. Chacun va commencer à prétendre avoir une part sur la valeur, et puis il renforce les plateformes, puisque les plateformes commencent à capter elles-mêmes la valeur et prennent de plus en plus de place, et de bargaining power ont une asymétrie de pouvoir, c'est elles qui négocient et décident de la distribution de la valeur. Alors, comme résultat, la fonction de base initiale du droit d'auteur semble déstabilisée avec l'intelligence artificielle, puisqu'on peut parler de captation de la valeur par quelques plateformes, et puis une concentration des fonctions créatives et éducatives des plateformes
créative, puisque c'est la plateforme qui va décider qui peut créer et quoi. Donc vous imaginez bien, on a parlé maintenant de DeepSeek, l'IA chinoise, qui va décider quelles sont les valeurs que vous pouvez véhiculer via la plateforme. Eh bien, Midjourney aussi, américain, va décider la fonction créative, dans quelle mesure l'artiste peut créer sur Midjourney. Fonction éducative aussi, puisqu'à travers les droits contractuels, la plateforme va décider si oui ou non cette œuvre peut circuler dans le bien commun. Donc, les fonctions du droit d'auteur semblent déstabilisées. Et puis, il y a ce risque dont j'ai parlé d'inégalité de concurrence entre les œuvres artificielles ou la production de masse qui sont sans protection et donc gratuites, avec les œuvres humaines qui, elles, sont protégées et donc payantes. Et vous voyez, reprenons l'exemple de Spotify qui fait des playlists pour le silence, le bruit ou le bruit blanc. Eh bien, ces playlists sont gratuites versus des playlists à l'époque faites par des musiciens payantes. Alors, comment faire sur ce résultat? Je dirais 2 défis. Le premier, c'est de trouver comment rééquilibrer les fonctions du droit d'auteur, créative, économique et éducative. Et la deuxième question, le deuxième défi, c'est qu'il faut quand même tenir compte de tous les acteurs de la chaîne, de l'artiste au producteur à toute autre partie qui ont participé à la chaîne, et également des autres dimensions de la valeur, parce qu'on s'arrête souvent à la dimension économique du droit d'auteur, à la dimension économique de la création, combien elle vaut, comment est-ce qu'on peut l'exploiter économiquement, mais on oublie souvent la dimension sociale et culturelle des créations, qui ont pour but d'éduquer le public, qui ont pour but aussi de stimuler la création, de provoquer vraiment une valeur sociale et culturelle au-delà du pur économique. Alors, dernière dia qui conclut comment rééquilibrer cet écosystème. Je pense, ou plusieurs personnes pensent qu'il faut rééquilibrer les fonctions du droit d'auteur, éducative, créative et économique, et puis essayer d'équilibrer ce risque d'inégalité entre œuvres artificielles et œuvres humaines. Comment faire pour ça? Eh bien, en principe, c'est de trouver un droit à rémunération sur les datasets, soit les données d'entraînement, de demander à ce qu'elles soient monnayées et rémunérées. Et puis là, il y a des projets, ou plutôt des lois européennes qui ont émergé, c'est de prévoir une rémunération automatique sur les datasets, sur les intrants, sur les données d'entraînement, et automatique non négociable, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par les sociétés de gestion. En Suisse, ce serait la Suisa, la SACEM, Suisa Proliteris, par exemple, pour la musique et les œuvres artistiques. Eh bien, dans certains pays européens, ces œuvres sont rémunérées automatiquement. Elles sont non négociables puisque c'est automatique et c'est les sociétés de gestion qui collectent les redevances. Deuxième défi, comment tenir compte de tous les acteurs de la chaîne et des autres dimensions de la valeur. Souvenez-vous, je parlais de la dimension au-delà de l'économique, également sociale et culturelle. Eh bien là, on a de plus en plus de mécanismes qui permettent de le faire. Premier mécanisme, je dirais, redistribution à travers les contrats. En réalité, si vous raisonnez en chaîne de valeur, comme à l'époque de l'industriel et des travailleurs qui réclamaient une chaîne de valeur dans les usines automobiles ou usines très tangibles, on a de plus en plus des revendications d'avoir une chaîne de valeur éthique, soutenable et sociale pour les conditions de travail des travailleurs, ce qui a donné le jour à des projets de contrats type par l'Association des avocats américains. Eh bien, on peut utiliser ce même type de contrat type peut-être pour les industries culturelles et créatives, où on va dire, à travers les contrats, on détermine qui, de façon éthique et équitable, doit obtenir la valeur. Et deuxième et dernier point, autre mécanisme de redistribution de la valeur, cette fois-ci, c'est utiliser la technologie au service de la distribution de la valeur. Et là, on a de jolis exemples qui utilisent notamment la blockchain, notamment Prorata AI, qui va aller automatiquement rétribuer les artistes grâce à la blockchain. Elle va retracer qui est l'artiste derrière chaque œuvre d'entraînement et ainsi rétribuer l'artiste. J'ai terminé par là et je serai ravi de discuter avec vous en cas de questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci Yaniv pour cette intéressante conférence. J'ai une petite question, peut-être un petit peu provocatrice, je connais. Je reviens aux données de ces datasets, le fait de pouvoir réutiliser l'existence et masses d'œuvres
ce mouvement vers une monétarisation et une protection. Mais si je me souviens bien du droit d'auteur, bon, je ne suis pas un spécialiste du droit d'auteur, mais quelques bases comme ça, il y a l'idée que copier, non, tu seras sanctionné pour violation du droit d'auteur, mais tu as le droit toujours d'être, comme artiste, de s'inspirer des œuvres des autres. Et ça, c'est possible. Donc, on ne copie pas. Il me semble que tout ce processus d'utilisation des datasets, c'est de l'inspiration. Non ? Oui, alors peut-être je répète la question pour l'enregistrement. Professeur Cotier demande si la réutilisation des données à des fins d'entraînement, type sur les millions ou milliards de données dans les datasets, ne correspond pas à une simple inspiration dans le style de ou inspiration et non une copie de l'œuvre préexistante du dataset. Alors là, juste pour répondre, c'est une question qui est défendue par les minimalistes, que je disais avant, les minimalistes qui plaidaient l'utilisation libre des datasets, puisqu'ils disaient, en plus, on n'est même plus dans le style, on est uniquement en train d'utiliser des pixels de l'image réduite en milliards de pixels, et on n'utilise que le contenu informationnel du dataset, pas l'image en tant que telle. Et malgré cette interprétation ou cette défense, les tribunaux aujourd'hui, pour l'instant, considèrent que même si on ne reproduit que des fragments et le contenu informationnel, pour la question d'entraînement, pas le résultat, uniquement la phase d'entraînement, on reproduit le droit d'auteur de reproduction et donc on est protégé par le droit d'auteur. Juste pour mentionner ici, peut-être. Voilà. Donc la question de professeur Cotier parle du résultat qui peut sortir de la machine en tant qu'output, mais même avant l'output, la question c'est de savoir est-ce que l'input, la donnée d'entraînement, est protégée par le droit d'auteur, et c'est le schéma tout à droite ici, et selon les juridictions, déjà le simple fait d'entraîner, même en milliards de pixels, déclenche le droit d'auteur de copie, parce qu'on fait une copie, on ne fait pas que s'inspirer de la donnée d'entraînement. Autre est la question de savoir si la création, l'output, s'inspire uniquement d'une œuvre plutôt que de la copier, et la réponse est oui, c'est clairement oui, pour cette raison que j'ai mentionné la musique de Drake and The Weeknd, où on peut s'inspirer de leur musique sans avoir une protection de droit d'auteur. Merci pour la question. Oui, monsieur ? Il pourrait y avoir une signature finalement invisible pour l'homme, mais qui soit finalement numérique, et qui puisse être intégrée justement à toutes les œuvres numériques créées. Qu'elles soient par exemple des bruits, des sons ou des bruits ajoutés à des musiques produites, comme ça signerait avec l'utilisation d'applications ou autres, ou même des images avec des filigrammes différents comme les billets de banque par exemple. Tout à fait. Oui, alors la question de monsieur, c'est de savoir est-ce qu'on peut tatouer numériquement les datasets. Je pensais ça pour la traçabilité et ensuite savoir quelle œuvre du dataset a été utilisée et cas échéant être rémunérée. La réponse est oui. Et l'exemple que je mentionnais ici comme mécanisme de partage de la valeur technologique, l'exemple au milieu de Prorata AI, c'est précisément ce qu'ils font. Ils font ce qu'on appelle le tatouage numérique. Ils vont, grâce à une empreinte numérique sur chaque œuvre du dataset, pouvoir aller retracer, lorsqu'il y a un résultat, quel est le fragment, la fraction de l'œuvre tatouée qui est utilisée dans le résultat. Et c'est grâce à cette technologie de tatouage numérique, on parle de watermarking, qu'on peut faire cette traçabilité très fine et sophistiquée jusqu'à l'œuvre finale. Cette question, elle est très délicate parce que il y a deux débats actuellement, il y a deux positions opposées. L'une va dire qu'il faut rémunérer uniquement à partir du résultat et vérifier quels sont les fragments des œuvres du dataset qui ont été utilisés effectivement, tandis que l'autre position actuellement en Europe, que je trouve un peu compliquée, c'est de dire on rémunère en toute hypothèse chaque fois que des œuvres sont utilisées dans le dataset. Et le problème de ça, c'est que s'il y a des milliards d'images dans les datasets, finalement, nous sommes tous ici dans cette salle, en tout cas si vous avez posté des photos sur Facebook, vous seriez tous théoriquement titulaires d'un fragment de redevances. Et du coup, ça devient un petit peu compliqué de démultiplier le paiement avec les coûts en plus que ça génère de payer tout le monde. Donc, deux positions. La plus raisonnable me semble être de rémunérer uniquement en partant du résultat et d'aller vérifier, grâce au tatouage,
quels sont les fragments des œuvres du dataset qui ont été utilisés. Finalement, ça remet en lumière la confrontation entre le droit d'auteur et le droit d'intelligence. Finalement, l'intelligence l'algorithmique derrière. Finalement, il y a les deux qui se confrontent ou qui s'assemblent dans cette question-là. Vous pouvez peut-être compléter. Dans le droit d'auteur, finalement, c'est l'œuvre en tant que telle. De l'autre côté, il y a le droit à l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence industrielle ou de production, dans la réflexion de comment on va, de toute la méthodologie d'utilisation de l'image qui va être d'un autre côté, qui va pouvoir être intégrée, comme par exemple l'INPI, qui va prendre les données de l'intelligence pour pouvoir les réintroduire. Et avec ces données-là, comme les labels, enfin les protections sur un processus, sur un produit par exemple, pour pouvoir être réintégré. Est-ce que vous voulez parler de que l'outil lui-même est protégé par du droit d'auteur, typiquement sur les logiciels et sur la conception de l'outil? Le droit d'auteur, effectivement, mais aussi le droit d'intelligence. Je ne sais pas si vous connaissez l'INPI. L'Institut? L'Institut, oui. L'Institut de protection justement de l'intelligence. Toute la partie algorithmique. Donc les deux, finalement, vont être. D'un côté, il y a le droit d'auteur, de l'autre côté, il y a le droit d'intelligence sur la machine en tant que telle. Ils vont être confrontés. Peut-être que. Je sais qu'il y a aussi une autre personne que je connais, une doctorante dans la salle. Pas hésiter s'il y a des compléments. Mais je n'étais pas sûr. Alors, je ne connais pas bien cette problématique. Mais c'est vrai que l'outil lui-même détient des droits d'auteur en tant que logiciel et outil fabriqué et conçu. Des data trusts. Quelle est la meilleure solution à avoir? Quels sont, selon toi, les avantages et les désavantages de ça? Peut-être juste reformuler ou compléter encore, parce que je n'avais pas parlé de data trusts, mais... C'est vrai, moi j'ai ajouté à l'article que tu as écrit justement. Et donc je me demandais quelle était, selon toi, en fait, la meilleure solution. Qu'est-ce que tu vois se refuser comme étant plus intéressant pour pouvoir rémunérer les artistes dans ce cas-là? Donc la question c'est de savoir quelle est la solution la plus praticable et qui marche pour rémunérer sur les datasets. Je présume, ou je dirais, pour toutes les œuvres pour lesquelles il existe un catalogue de droits d'auteur bien listé, bien géré collectivement, type catalogue de musique, catalogue de livres qui sont déjà gérés collectivement par les sociétés de gestion, je ne vois pas de raison qu'elles ne soient pas elles-mêmes aussi gérées par les sociétés de gestion pour collecter les redevances sur les datasets. En revanche, pour d'autres contenus qui n'ont pas de catalogue, par exemple les arts visuels, on dit souvent que c'est une industrie ou un domaine qui est moins catalogué, moins référencé que la musique, le cinéma ou d'autres secteurs. Les arts visuels, ou même les données des internautes qui, elles, sont aussi monétisées et réutilisées, pour tous ces secteurs qui ne sont pas référencés, peut-être que là, des data trusts, donc c'est l'idée de coopératives de données que les internautes eux-mêmes pourraient collectivement créer, permettrait peut-être de contourner l'absence de sociétés de gestion en place. Je présume que ça répond à la question. Merci. Alors, sujet très complexe. Ah oui, bien sûr. Je pose juste une dernière question. Comment tu vois l'avenir en termes de compétences des artistes dans le futur? Je me dis qu'à l'époque, il y avait la finesse du trait, la connaissance des couleurs. Et là, on voyait beaucoup des enjeux techniques. Je voyais même sur certaines slides du langage informatique. Est-ce que tu penses que ça fera partie dans le futur des compétences de l'artiste pour pouvoir apporter cette contribution créative post-intelligence artificielle ou pas? Oui, c'est une bonne question. Je pense que donc monsieur demande, est-ce que les métiers de la création vont nécessiter dans le futur d'être aussi codeurs ou de maîtriser la technique? Je dirais que la réponse est assez rapidement oui. En tout cas pour les artistes numériques qui souhaitent utiliser les outils, parce que probablement que d'autres artistes vont continuer d'être plutôt dans le tangible et dans le traditionnel.
Mais les artistes numériques qui veulent utiliser les outils, je pense plus ils maîtrisent non seulement l'outil, mais aussi l'intérieur de la machine, comme un mécanicien qui maîtrise le véhicule. Je pense qu'il sera intéressant pour l'artiste numérique de maîtriser un peu le codage et comment fonctionne la machine, parce que plus il maîtrise les couches de la machine, plus il arrivera à jouer avec les paramètres, les briques, et faire des résultats surprenants. Mais peut-être que c'est pour le secteur art numérique, et que par exemple pour les écoles d'art, je présume qu'il va y avoir toujours deux secteurs ou plusieurs secteurs numériques, mais toujours plus tangibles, art plastique, sans qu'il faille forcément aller dans le numérique. Oui, madame. Oui. C'était savoir si les œuvres ou les objets déclarés comme protégés, est-ce que cette protection, elle se fera a posteriori ou elle se fera antérieurement? Voilà. Oui, alors ça c'est une très belle question. Madame demande si la protection qui va être ou qui est déjà reconnue, sachant que les opérateurs d'IA siphonnent les œuvres sans autorisation ni rémunération, si dès qu'on va reconnaître et accepter la protection, est-ce que ça va être rétroactif? Alors la réponse est clairement oui. Le droit d'auteur, il n'a pas besoin de formalité d'enregistrement ou d'exigence formelle pour être protégé. Et donc si les tribunaux américains demain et les Européens aujourd'hui disent que c'est protégé par le droit d'auteur, tout ce qui a été fait, après il y a la question de prescription, mais tout ce qui a été fait dans le passé, tant que ça reste dans le domaine prescription du droit d'auteur, on a la protection rétroactive qui devrait donc théoriquement demander rémunération aux opérateurs d'IA, dont OpenIA ou d'autres, pour payer aussi rétroactivement tout ce qui a été siphonné. Après, il y a un autre problème qui est encore plus vertigineux, au-delà de simplement rémunérer, c'est que pour les catalogues et les artistes qui souhaitent ne pas être rémunérés et ne pas être utilisés également rétroactivement, et donc de demander de sortir de la machine, pour beaucoup d'experts, le seul moyen pour que la machine oublie, parce que la machine n'oublie pas, ChatGPT a été entraîné depuis des années sur des modèles de langage, elle n'oublie pas, le seul moyen c'est de détruire la machine. Donc théoriquement, c'est complètement théorique, mais si un artiste ou un ayant droit dans ChatGPT demande à sortir de ChatGPT et ce que sa donnée soit oubliée, d'ailleurs on parle du droit à l'oubli pour les données personnelles, eh bien le seul moyen de respecter son droit à l'oubli, effectivement, ce serait de débrancher ChatGPT. Et un article célèbre titre « Machines do not forget ». Donc les machines n'oublient pas. C'est impossible, sauf à la détruire ou la débrancher, mais c'est vrai que c'est une solution évidemment disproportionnée. Ça veut dire qu'en tant que public, on ne peut jamais savoir à quoi on a affaire. Est-ce que vous voulez compléter quand vous dites le public ne sait pas à quoi il a affaire? Commun des mortels. Quand on voit quelque chose une œuvre artistique numérisée ou numérique, je ne sais pas, faite avec une intelligence artificielle, on ne peut pas savoir dans quelle catégorie est la production. Alors, deux choses. Première chose, les régulations d'IA, bon, je répète, on est plutôt dans la dérégulation aux États-Unis ces prochaines années peut-être, mais en tout cas, les pro-régulateurs sont en train ou ont déjà adopté des législations qui obligent à la transparence, respectivement, à étiqueter si un contenu est généré par une IA. Donc déjà, l'internaute devrait savoir s'il a affaire à une IA ou à un contenu humain. Maintenant, savoir si le contenu IA est protégé ou non, je dirais pour les exemples que j'ai mentionnés et les degrés de paramétrabilité des outils, il est peut-être préférable de partir du principe que c'est protégé. Et en plus, si ça n'est pas protégé, je le disais, il y a d'autres mécanismes comme les contrats, les droits contractuels sur Midjourney, les conditions générales qui octroient une couche supplémentaire pour contrôler la valeur. Donc, je partirais du principe qu'un contenu, même s'il est une IA, il est protégé par droit d'auteur ou contractuel. Oui, madame? Mais suite à cette discussion, qu'est-ce que vous pensez concernant les valeurs des vraies œuvres d'art, j'ose dire, faites par un Rembrandt, faites par un Raoul, faites par un Picasso? Est-ce que ça va plutôt les dévaloriser ou plutôt encore les valoriser? C'est intéressant. Donc, madame demande... On paye des millions de francs pour telle et telle œuvre d'art. Après, on le retrouve 8 fois travaillé dans le net. Quelle influence sur l'œuvre
Donc, Madame demande si la valeur des œuvres plus traditionnelles ou tangibles vont augmenter proportionnellement à l'augmentation des œuvres artificielles, en gros. Alors, je ne suis pas... Ils sont retravaillés artificiellement. Je ne suis... Qui sont retravaillés artificiellement? Ils sont repris. Un Rembrandt est repris, ou D'accord. un Picasso est repris, ou un Matisse est repris. D'accord. Alors, quelle est l'influence sur la vraie valeur de son œuvre qui se chiffre dans des millions actuellement? Sans être Pas d'influence. expert en histoire de l'art et marché de l'art, il me semble que pragmatiquement, en toute logique, les copies numériques et dérivées d'œuvres tangibles anciennes, toutes ces copies-là risquent d'augmenter la rareté du tangible et de l'initial, comme des négatifs, comme des tirages photographiques argentiques. Le tirage 1 sur 30 de vintage, puis 20 ans plus tard, les 500 tirages, augmentent la valeur du tirage 1 sur 30 vintage. Donc je présume que des copies numériques, plus elles sont réalisées, plus elles devraient potentiellement augmenter la valeur de l'original, me semble-t-il. Sans compter que plus on réalise des copies numériques, plus le public, fonction éducative que j'évoquais tout à l'heure du droit d'auteur, plus le public a accès à la circulation de l'œuvre, plus ça augmente peut-être l'attractivité de l'original. Alors, sujet très complexe, j'espère avoir pu apporter quelques clés de lecture. Grand merci aux organisateurs et à Mme Panchaud pour l'organisation. Je vous recède peut-être la parole. Merci de votre attention.